maintenant laisser la parole à Jacques Hainaut. Bonjour, merci de votre invitation. Alors je suis arrivé hier après-midi à Strasbourg, pris quelques instants pour visiter votre belle ville. J'ai dîné bien sûr dans un restaurant de la ville et la serveuse m'a demandé pourquoi j'étais à Strasbourg. Donc je lui ai expliqué que j'allais participer au Forum européen de bioéthique et que j'allais parler des enfants et des réseaux sociaux. Alors là tout de suite son visage s'est illuminé, elle a dit les réseaux sociaux c'est de là. Je vous passe le mot, les enfants y passent trop de temps, il faut absolument les faire disparaître. Alors je vais essayer d'être un peu plus nuancé dans mes propos ce matin. Donc je suis journaliste, ce qui me permet de suivre l'actualité des nouvelles technologies. Je suis auteur de livres sur le thème des enfants et des écrans, ce qui me permet de faire œuvre de pédagogie auprès des parents et des éducateurs. J'ai décroché un doctorat pour avoir une approche scientifique pour beaucoup de ces sujets. Et là, je voudrais dire qu'il faut être extrêmement prudent, par exemple, sur l'impact des écrans sur les apprentissages. Vous avez des études qui expliquent, par exemple, que regarder les Télétubbies, alors les Télétubbies, ils ne parlent pas, donc on peut comprendre que ça entraîne un appauvrissement du vocabulaire. Ce sont des études scientifiques qui le montrent. Et par contre, regardez Dora l'exploratrice, qui est dans plus une émission dans l'interactivité, eh bien, ça entraîne un enrichissement du vocabulaire des jeunes enfants. Je suis intervenant devant des enfants, des parents, des éducateurs, donc j'interviens devant des élèves depuis le CE2 jusqu'à la fin du lycée, devant des étudiants également, des parents pour des associations de parents d'élèves, etc. Ça me permet de connaître la réalité du terrain. Et vous disiez dans le petit texte qui présentait cette table ronde que nos enfants utilisent les réseaux sociaux de plus en plus jeunes. Et c'est vrai, donc je vois l'âge effectivement du premier smartphone qui descend. Donc maintenant, d'après les sondages à main levée que j'effectue lorsque j'interviens devant des enfants, vous avez 10% des élèves en CE2 qui ont un smartphone, qui donc sont sur les réseaux sociaux. Un peu plus même si on tient compte des enfants qui ont accès au smartphone de leurs parents et qui ont une application de réseau social, qui ont installé eux-mêmes leur propre réseau social sur le smartphone de leurs parents. Et puis il y a aussi des enfants qui utilisent le réseau social de leurs parents. Vous avez 30% des enfants en CM1 qui ont un smartphone et qui donc sont sur les réseaux sociaux, et plus de la moitié en CM2. Et bien sûr au collège, ils sont tous sur YouTube, Snap, Insta et TikTok, pour ne citer que les réseaux les plus populaires. Vous dites également dans le petit texte d'introduction que la vocation de ces outils, de ces réseaux sociaux, est d'amasser des datas, des données, de manière démesurée. Alors c'est vrai, c'est pas tout à fait vrai. Certes, ces entreprises collectent des données, mais leur vocation première, comme toute entreprise, comme vous le disiez, c'est de gagner de l'argent. Or, pour gagner de l'argent, les réseaux sociaux n'ont pas trouvé mieux pour l'instant que de nous montrer de la publicité, beaucoup de publicité. Et pour cela, ils ont besoin de notre temps. Plus nous restons longtemps devant un réseau social, plus ils peuvent nous montrer de publicité, bien évidemment. Et pour que nous restions le plus longtemps devant les écrans, sur leur application, sur les réseaux sociaux, tous ces réseaux sociaux ont développé des algorithmes, vous en parliez, des programmes informatiques qui tentent effectivement, à partir des données que nous leur confions, de nous proposer des contenus qui nous intéressent, que nous allons regarder. Et entre ces contenus, ils vont pouvoir nous montrer des publicités que nous allons regarder. C'est cela qui va leur apporter de l'argent. Je simplifie bien sûr, il existe bien d'autres astuces mises au point par les réseaux sociaux pour nous manipuler et nous faire rester le plus longtemps possible devant les écrans, comme le démarrage automatique des vidéos. Il y a quelques années, lorsque vous aviez une vidéo qui apparaissait dans votre fil d'actualité sur Facebook, un réseau social pour les vieux, comme le rappelait Thomas, il fallait aller cliquer sur cette vidéo pour qu'elle démarre. Aujourd'hui, elle démarre automatiquement. Même chose sur Instagram. Lorsque dans l'onglet recherche, vous avez des vidéos, elles démarrent automatiquement pour capter votre attention. Autre petite astuce développée par les réseaux sociaux, les flammes sur Snapchat. Les flammes sur Snapchat, si vous discutez 3 jours d'affilée avec la même personne sur Snapchat, vos conversations sont illustrées par des petites flammes. C'est tout mignon, c'est très joli, ça ne sert strictement à rien, sauf à vous faire revenir sur Snapchat, parce que si vous vous arrêtez de discuter avec cette personne pendant 3 jours, les flammes disparaissent. Et nos adolescents, ils adorent tellement ces flammes
que s'ils ont des parents indignes, épouvantables, qui les emmènent dans des endroits en vacances où il n'y a pas d'accès à Internet, pas de 4G, pas de Wi-Fi, donc on ne peut pas aller sur Snapchat, ils ont peur de perdre leur flamme. Ils ont tellement peur de perdre leur flamme qu'ils donnent leur code d'accès Snapchat à un copain, une copine, pour qu'ils continuent à discuter à leur place sur Snapchat. C'est dingue. C'est rien, hein, les flammes sur Snapchat. Eh bien, ça nous fait revenir sur Snapchat. Si vous m'accordez encore quelques minutes, je vous propose d'entrer un petit peu en détail dans un algorithme, celui de TikTok. Les programmes informatiques de TikTok ont la réputation, à tort ou à raison, d'être les plus sophistiqués parmi tous ceux utilisés par les réseaux sociaux. Leur fonctionnement a fait l'objet de très nombreuses suppositions de la part d'articles sur Internet, d'articles de presse, etc. Voici une petite synthèse de ce qui ne constitue pour l'instant qu'une série d'hypothèses, même si une grande partie de ces hypothèses ont été validées par un document interne à TikTok que s'est procuré apparemment un journaliste du quotidien américain The New York Times. Alors, d'abord, TikTok utiliserait au moins deux logiciels chargés respectivement d'analyser chaque vidéo mise en ligne et, pour l'autre logiciel, de dresser le profil de chaque utilisateur. L'analyse des contenus publiés sur TikTok. Le contenu de chaque vidéo publiée sur le réseau social est analysé grâce à des technologies de traitement du langage naturel et de vision par ordinateur. La bande-son de la vidéo, qui contient de la musique, mais aussi le commentaire oral de l'auteur ou des personnages figurants dans le film, est transcrite sous forme de texte, puis traduite et analysée par un outil de traitement du langage naturel. Les personnages, hommes, femmes, jeunes filles, et les objets, ordinateurs, bureaux qui apparaissent dans la vidéo sont reconnus par le logiciel de vision par ordinateur. Bien entendu, les informations communiquées par l'auteur de la vidéo, titre de la vidéo, description, hashtag, sont également mémorisées, ainsi que sa durée. Une fois qu'elle est décortiquée, la vidéo est analysée pour s'assurer qu'elle ne contient pas de contenu suspect, violence, pornographie, non-respect des droits d'auteur, etc., ou qu'elle n'est pas la simple copie d'un contenu déjà diffusé sur TikTok. En cas de doute, et seulement en cas de doute, la publication est examinée par un opérateur. Là, on a un humain qui rentre dans la boucle. Rien qu'en second semestre 2020, TikTok aurait supprimé plus de 89 millions de vidéos, d'après son rapport officiel. Si la vidéo passe cette première sélection, elle est alors montrée à un échantillon de 200 ou 300 utilisateurs, gros consommateurs de la plateforme, mais au profil assez divers. Les réactions, est-ce qu'ils ont vu la vidéo en entier, est-ce qu'ils l'ont regardée plusieurs fois, est-ce qu'ils l'ont liké, commenté, partagé, de chacun de ces primo-testeurs permettent d'en savoir plus sur les audiences potentielles de ce contenu. À ce stade, les meilleurs contenus, environ 1 sur 10, sont alors poussés vers des groupes, des fans de sport, des passionnés de mode, etc., de 10 000 à 100 000 abonnés, partageant les mêmes caractéristiques que les primo-testeurs, les ayant les plus appréciés. Tandis que la crème de la crème des vidéos, 1 sur 100 à peu près, est proposée à l'ensemble des abonnés dans leur page « Pour toi ». C'est la page qui nous accueille lorsque nous ouvrons TikTok. L'algorithme de recommandation de TikTok va également rediriger plus de trafic vers l'ensemble des contenus mis en ligne par un TikToker dont la nouvelle vidéo est devenue virale. Donc tout d'un coup, on se dit, celui-là, il est peut-être intéressant, ce TikToker, donc on va remontrer toutes ces anciennes vidéos. Puis, au bout d'une semaine, quand même, le contenu n'est plus mis en avant afin de permettre à de nouvelles vidéos d'émerger et ainsi de garantir aux abonnés plus de diversité dans leur choix. L'autre algorithme mis au point par TikTok s'occupe de profiler les utilisateurs, de savoir qu'est-ce qui les intéresse. Et donc les abonnés sont classés en fonction bien sûr de leur âge, de leur adresse, des contenus qu'ils ont déjà regardés, et s'ils les ont regardés en entier ou pas, du temps qu'ils ont passé à regarder chaque vidéo, des vidéos qu'ils regardent plusieurs fois ou pas, des vidéos qu'ils ont recommandées ou likées. On peut savoir s'ils sont sur un smartphone, s'ils sont plutôt statiques, donc en fonction du moment de la journée, s'ils sont au travail, s'ils sont chez eux. On peut voir s'ils sont en train de se déplacer, on peut même savoir s'ils sont à pied, en transport en commun. On peut savoir quel terminal ils utilisent. Est-ce qu'ils ont un smartphone, une tablette, un ordinateur? Effectivement, un ordinateur, on est plutôt statique. Et puis, on s'intéresse aussi au comportement d'un groupe d'utilisateurs comparables. Et bien sûr, ce profilage est dynamique. C'est-à-dire qu'il évolue constamment en fonction des actions menées par l'abonné.
Par exemple, dès que vous consultez une nouvelle vidéo, l'algorithme va en tenir compte et ajuster les nouveaux contenus qu'il va vous suggérer. Un petit exemple, et là je sors de TikTok, je prends l'exemple d'Instagram. Si vous êtes abonné à Instagram, je vous invite à ouvrir Instagram, à aller dans l'onglet Recherche et à vous asseoir à côté de quelqu'un d'autre qui est également abonné à Instagram et qui a ouvert l'onglet Recherche. D'abord, la mosaïque qui va vous être présentée est totalement différente. Donc ça veut dire que déjà, on vous propose des choses qui sont en fonction de ce que vous avez déjà regardé sur Instagram. Alors, moi j'adore les avions et j'adore les chats. Donc j'ai beaucoup dans la mosaïque Instagram, de chats, de photos, de vidéos de chats et de photos, de vidéos d'avions. Alors je pense qu'Instagram doit se dire, Jacques Hainaut il aime bien les avions, donc c'est plutôt un garçon, et il y a des chances qu'il aime aussi les photos de femmes, disons, de jolies femmes. Et donc, de temps en temps, on me propose des photos de jolies femmes. Et alors, un truc assez marrant, hein, si vous cliquez sur ces photos de jolies femmes et vous dites « je ne veux plus voir de photos de jolies femmes », au bout d'un moment, l'algorithme d'Instagram, il se dit peut-être que Jacques Hainaut, il n'aime pas les femmes. Et donc, bizarrement, on me montre des photos d'hommes. Donc, vous voyez, ces algorithmes, ils sont extrêmement réactifs, extrêmement puissants. Et sur TikTok, je reviens à TikTok, hein, les vidéos sont très courtes, donc on en consomme beaucoup. Et donc, on donne beaucoup d'informations. Donc, nous voyons à travers l'exemple des algorithmes de TikTok à quel degré de sophistication dans la manipulation, je dis bien dans la manipulation, j'insiste, hein, sont parvenus les réseaux sociaux. Et il faut aussi bien comprendre que les contenus qui sont postés sur les réseaux sociaux ne sont pas analysés pour ce qu'ils contiennent, mais pour ce qu'ils représentent en termes de viralité. Peu importe le contenu, quelque part, ce qui compte, c'est qu'il va faire ou pas le buzz. Alors, maintenant, quel problème éthique les réseaux sociaux, dans le cadre de leur utilisation par les enfants, que c'est le sujet d'aujourd'hui, posent? Alors d'abord, je crois pouvoir affirmer que Facebook n'a pas d'éthique. Depuis la révélation de la lanceuse d'alerte française Hogan, on sait que Mark Zuckerberg a toujours fait passer les profits de son entreprise avant la protection des données ou la protection de ses abonnés. Et puis, il y a une étude qu'on a oubliée, qui a été réalisée en 2014, qui avait été réalisée par Facebook, par le département études de Facebook. Et il s'était amusé à manipuler, sans les prévenir, les informations qui étaient montrées à quand même 689 000 utilisateurs de Facebook. Pour voir si, en montrant des choses plus optimistes sur Facebook, on avait des réactions plus optimistes, si on pouvait donc influencer sur l'humeur de ces personnes, des utilisateurs de Facebook. Et au contraire, si on leur montrait des choses pessimistes, si ils allaient poster des choses plus pessimistes. Alors, peu importe le résultat, qui sont extrêmement controversés, hein, les études scientifiques ne sont pas du tout d'accord sur le fait qu'on puisse, si les réseaux sociaux ont une influence ou pas sur, pour faire simple, l'humeur des utilisateurs. Donc ça, je laisse ça de côté. Mais je parle d'éthique. Est-ce que vous vous rendez compte que ces apprentis sorciers chez Facebook n'ont pas hésité à manipuler les données présentées, les informations présentées à leurs propres utilisateurs sans les avertir? Alors ils disent oui, mais dans les conditions d'utilisation de Facebook, c'est prévu, etc., etc. Moi, je pense que là déjà, il y a un manque de respect énorme. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec la collecte des données? Alors, Thomas a rappelé effectivement qu'il y a un RGPD depuis quelques années en Europe. On n'a pas de quoi s'en enorgueillir, parce qu'aux États-Unis, il y a une loi qui existe depuis 1998, hein, qui est la loi COPPA, Children Online Privacy Protection Act, qui protège les données des enfants sur Internet et qui interdit justement à tout site Internet d'utiliser les données des enfants de moins de 13 ans sans l'accord écrit des parents. Donc c'est pour ça que Facebook, dès le départ pratiquement, a interdit aux enfants de moins de 13 ans de s'abonner à Facebook. Bien sûr, les enfants mentent sur leur âge, ça pose un problème, etc. L'utilisation des données collectées par ces réseaux sociaux, il faut savoir aussi qu'ils ont tellement de données qu'ils s'en servent maintenant pour mettre au point des algorithmes d'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que Facebook était une des entreprises les plus en pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle? Parce qu'elle a énormément de données, et donc elle peut s'en servir pour alimenter, apprendre des outils d'intelligence artificielle. Et lorsque j'interviens devant des lycéens, je leur dis: est-ce que vous vous rendez compte que les données que vous donnez
toutes les datas que vous donnez, toutes les informations que vous donnez à Instagram, etc., sont utilisées pour mettre au point des outils de d'intelligence artificielle qui, peut-être dans quelques années, vont vous concurrencer dans le domaine du travail. La manipulation des mineurs par un algorithme, là, je pense qu'on a un vrai problème. Les enfants, les mineurs ne sont pas, je ne sais pas si vous aviez conscience du degré de sophistication de l'algorithme qui vous manipule sur TikTok. Donc nos enfants ne sont pas du tout conscients de ça. Donc là, je pense qu'il y a un vrai problème. Je pense que là, le législateur peut faire quelque chose, et je reviendrai à la fin. Le temps passé sur les réseaux sociaux, vous avez des lycéens qui passent largement plus de 4 heures par jour, en moyenne, sur les réseaux sociaux. Ils ne s'en rendent pas compte. Donc, il y a là aussi un vrai problème de manipulation, de captation de l'attention, et plus largement de captation du temps. Les 4 heures, il faut bien les prendre sur quelque chose. Vous parliez de travail gratuit sur des youtubeurs. Je pense que plus largement, on peut dire que nous travaillons tous gratuitement pour les réseaux sociaux. Lorsque j'interviens au collège, je demande qui a 100, 200, 300, 500 abonnés sur Instagram. Une fois, j'ai une gamine en 4e qui m'a dit qu'elle avait 15 000 abonnés sur Instagram. 15 000 abonnés. Donc, mon travail n'est pas allé de vérifier si c'était vrai, donc je ne suis pas allé vérifier, mais d'après les réactions de ses camarades qui étaient là autour d'elle, ça avait l'air plausible. Donc je lui ai demandé quel est ton prénom, mettons qu'elle s'appelait, je ne sais pas, Claude. Claude, est-ce que tu sais à quoi ça sert d'avoir 15 000 abonnés sur Instagram? Alors en général, il y a un grand blanc. Je ne sais pas. Je lui dis, ah bon, alors d'abord je dis, on va applaudir Claude qui a 15 000 abonnés sur Instagram, il ne sait pas à quoi ça sert. Donc là, elle a un petit moment de célébrité dans sa classe. Et après, je lui dis, je vais te dire à quoi ça sert. Tu travailles gratuitement pour Instagram. À chaque fois que tu publies quelque chose sur Instagram, tes 15 000 abonnés vont recevoir une notification. Beaucoup d'entre eux vont recevoir une notification. Les notifications, c'est ces petites alertes sur les écrans qui apparaissent et qui nous disent, il y a quelque chose de nouveau sur le réseau et on va ouvrir le Instagram et on va voir ce qui se passe. Donc, tes 15 000 abonnés vont recevoir une notification, beaucoup d'entre eux vont aller sur Instagram, ils vont y passer du temps et bien sûr, Instagram va en profiter pour leur montrer de la publicité et donc gagner de l'argent. Et donc tu as travaillé gratuitement pour Instagram et on applaudit Claude qui travaille gratuitement pour Instagram. Autre problème, le phénomène d'entonnoir qui est aussi lié à la désinformation dont vous parliez. Voilà, on l'appelle aussi le phénomène en anglais du rabbit hole, le trou de lapin. Ça vient vous connaissez sans doute le livre Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Il y a Alice, qui suit un lapin dans son terrier. Elle va y rester enfermée très longtemps. Il y a le même phénomène. On peut aussi l'appeler l'entonnoir. Donc, on vous montre que des choses qui vous intéressent. Et donc on va croire que le monde n'est fait que de choses qui nous intéressent et on va parfois se retrouver enfermé. Vous avez des enquêtes du Wall Street Journal qui a montré que des enfants, des journalistes du Wall Street Journal sont fait passer pour des enfants sur TikTok et ils se sont retrouvés au fur et à mesure enfermés dans des contenus qui parlaient uniquement pratiquement de sexe et de drogue. Vous avez le même problème aussi à des adolescents qui peuvent finir par croire qu'ils souffrent de troubles de la personnalité. Même chose avec la désinformation. Si vous commencez à vous intéresser à la désinformation, les algorithmes vont, je caricature, je simplifie un petit peu, vous enfermer là-dedans. Alors que faire? Et donc je profite qu'il y ait effectivement une élue parmi nous, une députée. Je pense qu'il faudrait que lorsque les réseaux sociaux s'adressent à des mineurs, il faudrait que ces réseaux sociaux se voient interdits d'utiliser les mêmes techniques de racolage, les mêmes algorithmes que pour les adultes. Notifications incessantes, contenu et publicité personnalisées grâce aux algorithmes de ciblage. Donc je pense qu'une loi française, européenne, pourrait interdire aux réseaux sociaux d'utiliser les mêmes outils de captation de l'attention lorsqu'ils s'adressent à des mineurs et lorsqu'ils s'adressent à des adultes. Je vous remercie.